Ok, d'abord, première chose, j'ai un peu changé le titre parce que mécanisme d'adaptation, sur ce sujet-là, c'est un peu curieux parce que ça existe, on va le voir, mais finalement, c'est plus vraiment un sujet à mon sens. Donc, alors, voilà, ce sont mes conflits d'intérêts. Je n'ai pas de conflit d'intérêts sur la production, sur le CO2, sauf que, je dois vous l'avouer, je produis moi-même environ 250 millilitres par minute de CO2. Mais je ne le commercialise pas et donc pas de conflit d'intérêt. Première question, est-ce qu'on peut mourir d'hypercapnie? Eh bien, c'est pas si simple. Je ne sais pas. Dans la littérature, vous pouvez trouver un certain nombre d'observations extrêmement impressionnantes de patients qui ont développé une hypercapnie et chez qui on a fait un scanner cérébral et chez qui on a trouvé des œdèmes cérébraux massifs. Et il y a des rapports de décès. Le problème, c'est que dans tous ces dossiers, pour des raisons que vous imaginez très bien, il y avait à la fois une hypercapnie très élevée, mais aussi de l'hypoxémie, mais aussi éventuellement un état de choc. Et donc, une hypotension profonde. Et donc, qu'est-ce qui a fait l'origine? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ce n'est pas exclu du tout. Et au passage, il n'y a pas de spécificité avec l'hypercapnie sur ce sujet. C'est aussi très bien décrit avec les acidoses métaboliques très profondes. C'est notamment bien décrit chez l'enfant. C'est une des complications de l'acidocétose chez l'enfant, par exemple. Donc, ce n'est pas si simple. Ça, au passage, c'était une patiente qui avait une myasthénie, chez qui le diagnostic a été un peu tardif, et puis ils sont aperçus qu'elle avait 120 de PCO2, elle était comateuse, ce qui n'est pas très normal pour une myasthénie, okay. Et donc ils ont trouvé le cérébral, machin, ils l'ont reventilé, elle a eu un scanner cérébral 24 heures plus tard qui était strictement normal. Alors si vous cherchez dans le Guinness Book, vous trouvez des trucs absolument étonnants qui suggèrent que tout seul, l'hypercapnie, peut-être que finalement, ce n'est pas aussi dangereux que ça tout seul. Et par exemple, vous avez ça, c'est une enfant, ce cas-là, ouais, ici. C'est une enfant, c'est un asthme aigu grave. La particularité, c'est qu'elle a reçu des très hautes FiO2 très tôt. Et puis, il y a eu du retard dans la prise en charge des gaz du sang, tout ça. Et elle a eu un gaz du sang qui montrait, vous voyez, quand même une hypercapnie majeure avec une acidose hypercapnique majeure. Cet enfant était dans le coma à ce moment-là et a guéri, donc l'asthme aigu grave a guéri, et elle a guéri sans aucune séquelle. Et puis le deuxième cas qui pour moi, mais peut-être que vous pouvez trouver, il faut chercher, c'est compliqué de trouver les records, et pour moi le record publié, c'est une adulte, une patiente adulte qui a bénéficié, le mot est peut-être pas adapté, d'une anesthésie générale pour une chirurgie du cou. Et il y a eu visiblement un problème dans l'anesthésie, c'est que l'anesthésiste ne s'est pas rendu compte qu'elle n'était pas ventilée pour des raisons compliquées. Il arrête les médicaments anesthésiques et elle ne se réveille pas. Alors j'ai tout arrêté et donc il vérifie, c'est une histoire un peu rocambolesque, il vérifie et en fait elle était en coma hypercapnique avec une PCO2 à 375 mm de mercure, 6,60 de pH. Eh bien, elle a récupéré complètement. Et donc, elle s'est réveillée sans séquelles. Alors, au passage, sans séquelles, dans ces études-là, ils n'ont pas fait de test psychométrique évolué. Il faudrait aller vérifier. Donc voilà, donc c'est pas bien clair de savoir si l'hypercapnie tue. Alors juste, on va revenir à des bases physiologiques. Le CO2, c'est le produit du métabolisme énergétique, à la fois aérobie et anaérobie. Le CO2, c'est une des missions du poumon que d'éliminer le CO2. Pas seulement le poumon, le rein élimine un peu de CO2, souvent les gens l'oublient, et à juste titre, parce que c'est l'élimination d'acide carbonique par le rein, c'est des quantités tellement faibles, mais bon, voilà. Donc c'est la mission du poumon que d'éliminer le CO2, produit par le métabolisme. Et en fait, quels sont les déterminants de la PaCO2, de la PCO2 dans le sein artériel? C'est très simple, en fait, la PaCO2, elle dépend du ratio entre la production de CO2 et la ventilation alvéolaire. Et en fait, on peut très bien, et notamment comme l'a proposé Frédéric, moduler la production de CO2. La production de CO2, elle dépend de la
consommation d'oxygène et du quotient respiratoire. Manipuler le quotient respiratoire, c'est compliqué. Vous pouvez, si vous vous remplacez, on va revenir à l'hyperglycémie, si vous passez d'une alimentation qu'avec du glucose et le même nombre de calories qu'avec des lipides, vous allez changer le quotient respiratoire et pour la même VO2, vous allez produire un peu moins de CO2, mais enfin, c'est trop minime. Par contre, vous pouvez très bien moduler cette VCO2 en modulant la VO2 et vous le faites tous les jours quand vous contrôlez la température des malades. Et par exemple, ça c'est un malade fébrile. La VCO2 d'un sujet au repos, l'ordre de grandeur c'est 200-250 millilitres minute. Hein. Donc l'élimination et la production de CO2 à l'état stable, évidemment, élimination et production et élimination sont égales. Et donc vous pouvez très bien, vous voyez, faire passer une production de CO2 de 300 à 200 millilitres en faisant passer un patient de 40 de température à 37 et vous allez réduire sa PCO2 sans rien changer à la ventilation. Et vous vous en apercevez quand vous faites de l'hypothermie thérapeutique dans l'arrêt cardiaque, vous réglez le ventilateur quand le malade a 37 et puis vous faites l'hypothermie, vous ne changez rien au respirateur, le malade est sédaté, curarisé, donc vous n'avez rien changé à la ventilation et quelques heures plus tard, le pH est passé à 7,50, la PCO2 à 30 simplement parce que le patient a réduit sa VO2. Donc évidemment, l'autre façon de moduler la PCO2, c'est bien évidemment de moduler la ventilation alvéolaire qui dépend de la fréquence respiratoire et du volume courant alvéolaire qui lui-même est dépendant du volume courant par définition et puis du volume de l'espace mort. Et ce volume de l'espace mort, il faut bien dire qu'au plan thérapeutique, on a assez peu d'accès, mais par exemple, il y a un truc très simple, c'est quand vous retirez un filtre échangeur de chaleur et d'humidité sur un circuit de respirateur, vous diminuez l'espace mort instrumental et vous allez donc, tout étant égal par ailleurs, diminuer la PCO2. Donc voilà des déterminants absolument très simples. Autre notion physiologique de base, l'équation des gaz alvéolaires, qui dans sa version simplifiée, qui vous dit que quand vous avez une hypercapnie, forcément, vous avez une hypoxémie. Forcément. Parce que la P grand AO2, c'est-à-dire la pression en oxygène dans l'air alvéolaire, diminue. Simplement, cette hypoxémie, elle est très facilement corrigée par une augmentation de la FiO2. Donc, c'est ce que vous faites quand vous donnez des faibles FiO2 au BPCO en décompensation, vous corrigez les PO2. Par ailleurs, hein, c'est un autre phénomène, l'hypercapnie entraîne une déviation vers la droite de la courbe de dissociation de l'hémoglobine, ce qu'on appelle l'effet Bohr. Alors souvent, c'est vu comme négatif, ça veut dire que pour la même PO2, le contenu artériel en oxygène va être plus faible quand on a une hypercapnie. Ça, c'est sur le versant de la délivrance. Mais en fait, sur le versant tissulaire, c'est bien ça, parce que ça veut dire qu'au niveau tissulaire, l'acidose hypercapnique va permettre un relargage plus facile de l'oxygène vers les cellules et les mitochondries. Et donc, une des questions avec le problème du contrôle de l'hypercapnie et de ses effets, c'est qu'en fait, il faut distinguer l'hypercapnie de l'acidose hypercapnique. Vous savez, bon, c'est extrêmement simple, hein, c'est la production d'acide carbonique, ok, l'anhydrase carbonique. Et en fait, la plupart, ou l'immense majorité, l'immense majorité des effets physiologiques de l'hypercapnie sont médiés par l'acidose hypercapnique. Et on ne les retrouve plus ou très atténués quand l'hypercapnie n'est pas associée à de l'acidose. Pourquoi l'hypercapnie peut ne pas être associée à l'acidose? Parce qu'elle peut être tamponnée, et c'est le rôle du rein, c'est la compensation rénale. Vous savez que quand vous induisez une hypercapnie, en 2 à 3 jours, le rein, à condition que la fonction rénale soit normale, va augmenter son excrétion d'acide carbonique et va, du fait de la diurèse riche en chlore, générer une hyperbicarbonatémie hypochlorémique, qui est la compensation rénale de l'hypercapnie. Ça, c'est la compensation pour le pH plasmatique. Au passage, la compensation pour le pH intracellulaire, elle est beaucoup plus rapide. C'est de l'ordre d'1 à 2 heures. À l'intérieur, les cellules contrôlent leur pH beaucoup plus vite que le pH plasmatique. Et donc, quand vous avez une acidose, jusqu'à un certain degré, parce qu'à un moment, les cellules ne peuvent plus le faire, elles compensent en faisant ressortir des protons. Et donc, compensation cellulaire très rapide, compensation plasmatique plus lente, 2 à 3 jours, mais ça permet d'avoir, et c'est ça qu'on observe en pratique clinique souvent, des hypercapnies chroniques parfois très élevées sans acidose vraie. Alors, cette diapositive résume tous les effets physiologiques qui ont été rapportés avec l'hypercapnie. Diminution de la contractilité, augmentation de la fréquence, arythmie, diminution des résistances vasculaires périphériques, augmentation des résistances vasculaires pulmonaires, dyspnée, augmentation du drive, donc l'effet Bohr,
Pour le système nerveux central, la narcose et donc la vasodilatation cérébrale et l'augmentation du débit sanguin cérébral. Et vous savez que c'est ça une limite, c'est qu'aujourd'hui, on considère et probablement à juste titre, bien que le sujet soit un tout petit peu compliqué, notamment du fait des dangers contralatéraux de l'alcalose, qu'il faut contrôler et ne pas avoir d'acidose respiratoire chez les patients qui ont un risque d'œdème cérébral ou qui ont un œdème cérébral présent. Donc tous ces effets, ok, ils ont été décrits simplement. En fait, quand on regarde chez les patients de réanimation, c'est pas aussi dramatique que ça. Ça, c'est une étude belge et suisse qui a porté sur les patients atteints de syndrome de détresse respiratoire aiguë chez qui on réduisait le volume courant. Vous savez, le grand sujet. Donc je réduis le volume courant, je ne change pas la fréquence et donc je vais augmenter la PCO2. Et ils ont essayé de tester ça. Ils ont fait grand VT, puis petit VT, puis grand VT avec de la dobutamine. L'idée étant, quand je vais faire le petit VT, il y aura de l'acidose respiratoire, donc le débit cardiaque va augmenter, effet très classique, et donc ça va faire un facteur confondant. Et donc là, avec le grand VT, je vais mettre la dobutamine pour avoir le même débit, pour gommer cet effet débit. Et puis, ils ont utilisé des techniques très sophistiquées, les techniques des gaz inertes, pour savoir ce que ça faisait et analyser l'effet sur les échanges gazeux. C'est ça le résultat. Je réduis le VT, la PCO2 monte, ça c'était attendu. Je réaugmente le VT, la PCO2 rebaisse. OK. La PO2, elle baisse quand je fais du petit VT. La question c'est, est-ce que c'est lié à cette acidose hypercapnique ou est-ce que c'est lié à du dérecrutement parce que mon VT est plus petit? C'est compliqué. L'index cardiaque, il augmente, effet classique de l'acidose hypercapnique. Et au passage, ça veut dire que même si, je vous ai dit, l'hypercapnie entraîne de l'hypoxémie et tout, ok. En fait, en termes de délivrance d'oxygène, elle est toujours plus élevée parce que le débit cardiaque est beaucoup plus élevé. Et alors, quand on regarde le shunt a augmenté quand je réduis le petit VT, sauf qu'on sait qu'il y a la relation entre le shunt et le débit, donc c'est compliqué. Et quand je remets le grand VT, ici, je m'aperçois que finalement, une partie de cette augmentation du shunt était purement liée à l'effet débit et que l'autre partie était probablement liée à du dérecrutement. Vous savez, c'est ces questions de dérecrutement alvéolaire au cours du SDRA. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, voilà les données hémodynamiques, vous voyez la PVO2, ici d'abord la VO2, là c'est hypercapnie, le malade a 67 en moyenne contre 45, la VO2 n'est pas changée et la PVO2 amène plutôt tendance à augmenter, suggérant que l'extraction périphérique de l'oxygène a baissé. Donc voilà, le patient, c'est au plan global hémodynamique, c'est finalement quelque chose qui est plutôt positif. Le bémol, c'est qu'on sait que cette hypercapnie peut avoir des risques, et le risque, c'est la survenue d'un cœur pulmonaire aigu, et ça c'est une très large étude observationnelle, 750 malades atteints de SDRA, et quand on regarde les facteurs prédictifs du cœur pulmonaire aigu au cours du SDRA, en analyse multivariée, vous voyez, il y a d'autres facteurs, mais un des facteurs importants, c'est l'hypercapnie. En fait, le mécanisme, c'est que l'hypercapnie stimule la vasoconstriction hypoxémique et que donc elle va générer une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Alors, quelque chose qui est un peu moins bien connu de l'ensemble des réanimateurs, c'est qu'en fait, l'hypercapnie a plein d'effets cellulaires, notamment certains médiés par la voie du NF-kappa B, et ça interfère avec la réponse immunitaire, et on a maintenant plein de données. Mais alors, vous allez voir, c'est un peu controversé. Il y a plein d'études expérimentales qui montrent, et notamment plein d'études menées par John Lafay, qui travaille maintenant à Toronto, qui est un Irlandais, qui suggèrent que l'hypercapnie en soi, ça protège les poumons. Ok, ça, il y a plein d'études comme ça, sauf que le problème, c'est qu'on a aussi plein d'études qui disent non, l'hypercapnie, c'est plutôt dangereux en soi pour les poumons. Alors, c'est compliqué. Au passage, ce qui protège le poumon, c'est plus l'acidose hypercapnique que l'hypercapnie toute seule. Alors que les effets délétères, ils sont plutôt médiés par l'hypercapnie plus que par l'acidose. Ces effets délétères, c'est essentiellement une interférence avec la clairance bactérienne, c'est-à-dire que ça a un rôle immunosuppresseur, cette hypercapnie, ça va diminuer les défenses contre les bactéries, et puis ça ralentit la réparation cellulaire à l'étage pulmonaire. Alors, qu'est-ce qu'on sait en pratique clinique? Pas grand-chose. Ça, c'est le fameux essai ARMA. Vous vous souvenez, 6 contre 12 millilitres, grand, petit VT. Dans le petit VT, on avait le droit d'augmenter la fréquence pour obtenir une PCO2. Mais en fait, en proche de la normale, il y avait une différence de PCO2. La PCO2 était un peu plus haute, ça c'est statistiquement significatif dans le bras petit VT, mais ça n'a pas d'effet. Évidemment, ce n'est pas de l'hypercapnie, mais enfin, la PCO2 était plus haute et la mortalité plus basse. Et en fait, quand on analyse, on fait une analyse post-hoc de cette étude, on s'aperçoit que, ça a été publié en 2006, que
Est-ce que l'hypercapnie, alors c'est une méthodologie statistique compliquée, est-ce que l'hypercapnie protège le poumon dans cette étude? Alors ça, c'est le bras 6 ml/kg, l'hypercapnie ne fait rien, mais dans le bras 12 ml/kg, plus la PCO2 était élevée, plus faible était la mortalité. Et c'était ça ajusté pour tous les autres facteurs. Et donc, il y a peut-être un effet protecteur du ventilateur induced lung injury. Mais enfin, le 12 ml/kg, on ne le fait plus, donc ce n'est plus le sujet. Dernier message, est-ce qu'il faut tamponner l'acidose hypercapnique? Ma réponse sera non. Alors, avec du bicarbonate de sodium, non, parce que, il y a plein de données expérimentales, ça a plutôt tendance à générer une acidose intracellulaire paradoxale. Et deux, quand vous donnez des bicarbonates à un malade en acidose, immédiatement, ça libère du CO2. Et si vous êtes contraint sur l'élimination de CO2, vous allez augmenter l'hypercapnie, ça n'a pas de sens. Alors, il y a peut-être une piste, c'est la trométamine, le TAM. On a un papier qui montre qu'effectivement, quand on fait une acidose, c'est des patients atteints de SDRA, hypoventiler une acidose hypercapnique volontaire et qu'on la tamponne avec ce produit, eh ben, on a beaucoup moins d'effets hémodynamiques sur les résistances vasculaires pulmonaires et sur aussi la contractilité. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour l'instant, ma recommandation serait plutôt non, il n'y a pas de raison de tamponner l'acidose hypercapnique. Merci.